Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du VRP de la démocratie. Aujourd'hui, donc une petite vidéo pour nous arrêter sur les événements en Palestine, prendre un petit peu de hauteur et décrypter les événements, notamment au travers de trois sorties récentes. Donc celle d'Erdogan qui s'adressait à Netanyahou en disant il nous a abusé, de ce même Netanyahou qui parlait de réaliser la prophétie d'Isaïe, et d'Anthony Blinken qui, à son arrivée au Proche-Orient, a dit je suis ici en tant que juif. Avant toute chose, bon, c'est en fait quelque chose de très simple à comprendre pour le public turc, mais le public francophone en fait ne connaît pas la relation entre le monde turc et le judaïsme. Donc il me paraît important de commencer par un petit peu d'histoire et tout d'abord préciser que la relation du monde turc avec le judaïsme, ce n'est pas la même chose que la relation avec le sionisme. Pour comprendre cette différence, je vous renvoie tous à des lectures comme celle d'Arthur Koestler ou de Shlomo Sand. Le monde turc a toujours eu une image très positive auprès des juifs, et un petit peu comme en Occident, où il y avait le concept de ce qui s'est appelé les juifs de cour, c'est-à-dire des puissants qui avaient des conseillers juifs, le monde turc, donc notamment dans l'Empire ottoman, a eu ce qui s'est appelé des marans, c'est-à-dire des conseillers juifs, qui étaient appréciés donc déjà pour leur vision stratégique, et notamment également pour leurs dons pour gérer l'argent. Exemple, durant l'Inquisition, ou plus récemment durant la Seconde Guerre mondiale, c'est au sein des Turcs que les Juifs ont trouvé refuge. C'est d'ailleurs sur les conseils de son ministre maran Joseph Nassi que le sultan Soliman le Magnifique prend la décision de prendre Chypre en 1571, qui était jusqu'alors une possession de la République de Venise. Donc il lui avait dit, sultan, cette île en plein milieu de la Méditerranée constitue un intérêt stratégique considérable. Le tournant intervient en 1843, année de la création du Bnei Brit, et 50 ans plus tard du Congrès sioniste, et encore 50 ans plus tard, la création de l'État d'Israël. Mouvement sioniste qui devient tellement puissant qu'il renverse le sultan Abdulhamid II. Donc l'une des raisons, c'est qu'en 1901, donc Théodore Herzl, alors émissaire des Rothschild, était conduit alors qu'il vient pour proposer de racheter la Palestine, et plus largement pour son opposition à la Première Guerre mondiale qui n'a pas encore eu lieu, mais qui commence à prendre forme. Alors, son conseiller maran et banquier, enfin dans le désordre, Emmanuel Carasso, donc parvient à le renverser et à le remplacer donc par un triumvirat qui est donc complètement sous tutelle sioniste, donc Jemal, Talat et Enver, qui eux en fait ont moins de scrupules à emmener l'Empire dans une guerre qui est perdue d'avance. Et parenthèse, si Emmanuel Carasso, ça ne sonne pas turc, bon, c'est normal. Parallèlement à ce renversement, Emmanuel Carasso organise progressivement le rapatriement des fonds Rothschild de l'Empire ottoman vers l'Angleterre, et sont une explication à ce qui mènera à ce qui deviendra donc la célèbre déclaration Balfour. Le deal entre eux était très simple. En fait, les sionistes ont, entre guillemets, leur foyer juif, et les Anglais, eux, font main basse sur les hydrocarbures du Proche-Orient. Pour maintenant revenir à notre époque, évidemment, il y a plusieurs agendas qui se chevauchent, mais le premier d'entre eux, c'est le gaz qui a été découvert dans les eaux territoriales de Gaza. Et c'est ce qui permet de faire la médiation avec la sortie d'Erdogan qui disait à propos de Netanyahou, il nous a abusés. Nous aurions pu avoir de meilleures relations, mais ça n'arrivera plus. En fait, pour comprendre ce que vous dirait Erdogan, il faut remonter à 2020, et déjà à l'époque à une coalition donc menée par Israël qui comprenait la France, la Grèce et l'Égypte, et qui visait via le pipeline EastMed donc à squeezer la Turquie et à couper tout simplement ce pays des eaux internationales. Je m'y arrête longuement dans ma vidéo Algérie-Turquie, comprendre l'option française, n'hésitez pas à la regarder. Pour ce faire, il fallait trois choses. Enfin, ou plutôt deux, puisque la troisième avait déjà eu lieu, c'était le renversement de Mohamed Morsi en Égypte, la paix soit sur lui, par quelqu'un de plus accommodant, j'ai nommé Sisi, celui que Trump appelait vulgairement son
dictateur favori. L'idée étant très simplement de briser la relation entre les deux plus grands pays musulmans de la région. La première chose était donc de détruire la Libye, voisin de l'Égypte, car ce pays en fait offre une porte de sortie légale à cette tentative d'enclavement de la Turquie. Et la seconde, c'était donc de trouver un laquais qui irait au casse-pipe à la place d'Israël. Et ce laquais, évidemment, c'était Emmanuel Macron. Que l'on ne s'y trompe pas, absolument plus personne n'est dupe de l'appartenance à une même organisation, l'OTAN. Je m'y arrête longuement dans d'autres vidéos que je vous invite à découvrir. Et en 2020, on a bel et bien frôlé une guerre France-Turquie. Si les Américains avaient pu effectivement donc mener une alliance à laquelle ils n'auraient pas pris part et qui aurait pu ramener la Turquie à la niche en 2 ou 3 jours, dans le cadre d'une guerre éclair qu'ils auraient présenté comme des chamailleries d'enfants, en disant voilà, dans une alliance, c'est normal qu'il y ait un peu de dissension, etc. Parce qu'une Turquie indocile ne leur sert strictement à rien. Pourquoi ? Car en réalité, donc, une Turquie plus docile, c'est également le souhait des Américains. D'où la transformation de la Grèce en véritable colonie militaire et les tentatives de dépecement de l'Irak et de la Syrie sous couvert de lutte contre le terrorisme et de création, entre guillemets, d'une autonomie kurde, en fait, qui n'est que le préalable à l'agrandissement d'Israël. Israël qui, avec l'Angleterre, est en réalité le seul véritable pays qui soit un allié des États-Unis. Sauf que le problème, comme le rappelle le géopolitologue George Friedman, toute puissance nucléaire qu'elle est face à une Turquie qui défend ses frontières, la France n'aurait pas tenu une demi-journée, ce que savent très bien tous les pseudo-spécialistes de plateau télé. Je pense par exemple à François Chauvency, qui lors d'une interview, je ne me souviens plus, pour RT ou Sputnik, parlait ni plus ni moins que de se débarrasser du problème turc. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas d'incitation à la haine, donc c'est de la liberté d'expression. Sans oublier également l'inénarrable Idriss Aberkan, l'homme à qui il manque aucun diplôme, qui d'ailleurs faisait une vidéo sur le sujet. Pour finir cette parenthèse sur Idriss Aberkan, donc il faut comprendre que le pouvoir profond, après la mise à l'écart du prédicateur fornicateur Tariq Ramadan, donc le pouvoir profond comprenait très bien que leur donner un représentant donc analphabète comme Hassan Chalgoumi était à la fois trop humiliant et contre-productif. La solution était donc très simplement de sortir du chapeau un arabo-descendant auquel les Français issus de l'immigration, donc notamment les musulmans, peuvent plus fièrement s'identifier. Au plus fort des tensions en 2020 donc entre la France et la Turquie en Méditerranée, ce que faisait la marine française, c'était ni plus ni moins que tester les lignes rouges de son homologue turc, qui lui répondait en envoyant un essaim de drones qui par la même occasion en fait coupait toutes ses communications radio. Pour continuer de s'humilier, Macron envoyait le Charles de Gaulle qui, loin de ses frontières et avec la technologie des drones marins dits tueurs de porte-avions, aurait soit été coulé, soit été pris. Pour refaire une parenthèse sur la Grèce, les Américains, donc après avoir fait de ce pays une véritable colonie militaire, violent ouvertement donc le traité de Lausanne de 1923, que d'ailleurs ils n'ont jamais signé, et les accords de Paris de 1947, qui prévoient que les îles grecques qui sont les plus proches du plateau continental turc doivent être désarmées, et que le réarmement de ces îles rend caduques ces accords et prévoit leur rétrocession à la Turquie. Non seulement les Américains ont réarmé les îles, mais ils l'ont fait avec un arsenal militaire plus important que celui qui a servi à détruire l'Irak. Donc c'est un véritable pied de nez à la Turquie, parce que d'une certaine manière, ils leur disent « Ah, oups, on n'a pas vu que les îles avaient un statut démilitarisé. Ah les accords deviennent caducs. Vas-y, pose tes couilles sur la table et va chercher les îles. » Évidemment, la Turquie voit très bien le jeu américain et ne va pas chercher les îles, puisque c'est justement le conflit que souhaitent les Américains. Et quand les médias français donc parlaient de cette affaire de prétendue violation des droits grecs en Méditerranée, en fait très simplement les types ils ont décrété, donc j'en parle également dans une de mes vidéos, ils ont tout simplement décrété que vous n'aviez aucun droit sauf le droit d'aller nager, et encore pas trop loin. Donc forcément, dès le moment où vous dites non, j'ai les mêmes droits que les autres, il y a un droit maritime qui est le même pour tous,
Bah là, du coup, les types ne comprennent plus et ils vous traitent de violeurs de droits des autres. Emmanuel Macron, donc, qui ne rougit jamais de ce qu'il fait, a tapé à toutes les portes, à l'OTAN, à l'UE et au Med7, où, pour résumer, en fait, il a proposé comme deal aux pays du sud de l'Europe, à l'Espagne et à l'Italie, en fait, accompagnez-moi pour ramener au pas la Turquie, je continuerai mon pillage de l'Afrique et vous allez hériter des migrants. Super deal, non? Juste après ces tensions avec la France, la Turquie a fait filtrer dans la presse qu'elle avait procédé à l'arrestation d'une dizaine d'agents du Mossad. Et ici, il est très important de s'y arrêter. Pourquoi? Puisque ce genre d'arrestation, en fait, est assez classique. Mais la règle, c'est que les services de renseignement, en fait, en discutent entre eux, en secret, sans que ça ne filtre dans la presse. C'est une sorte d'illustration de la citation de Clausewitz, qui disait que la politique n'est jamais que la continuation de la guerre par d'autres moyens. En faisant filtrer dans la presse, la Turquie en fait envoyait un message à Israël. Une manière de leur dire, écoutez, on voit ce que vous manigancez, on voit ce que vous êtes en train de faire, mais vous n'arriverez pas à nous la mettre à l'envers. Alors respectez-nous et venez vous asseoir à table et on sera prêt à discuter avec vous autour du gaz. Le message avait été clairement entendu puisque en même temps que le monde entier découvrait qu'il y avait un président en Israël, Herzog se rendait en Turquie pour discuter de la réconciliation autour du gaz. À l'époque, le Premier ministre était Naftali Bennett, mais il a laissé sa place à Herzog. Pourquoi? Puisque la personnalité de Naftali Bennett suscitait trop de rejet de la part des Turcs, notamment pour ses sorties dans lesquelles il disait très fièrement qu'il avait tué beaucoup d'Arabes et qu'il n'y voyait pas de problème. De la même manière, plus récemment donc, et avant le début du conflit, la venue de Netanyahou en Turquie a également été annulée en prétextant des raisons de santé, et c'était pour les mêmes raisons que par rapport à Bennett, car sa personnalité en fait suscitait un rejet trop fort de la population turque qui ne l'aurait pas accepté. Donc la solution de repli, c'était de les faire se rencontrer en terrain neutre à l'ONU. La demande d'Erdogan à Netanyahou était très simple, c'était la même qu'à Herzog quelques mois plus tôt. Donc ok pour se réconcilier, entre guillemets, autour du gaz, mais en contrepartie, il faut que vous levez le pied sur les exactions faites aux Palestiniens et que vous respectiez leurs droits, notamment sur ce même gaz. Évidemment, quand tu dis dans une même phrase un sioniste palestinien et droit, il a les fils qui se touchent. Néanmoins, Erdogan et Netanyahou s'étaient donc quittés sur un accord. C'est en cela qu'il faut comprendre la sortie d'Erdogan quand il dit « il nous a abusés ». Ainsi, s'il y a plusieurs agendas qui se chevauchent, le premier est la confiscation du gaz dans les eaux territoriales palestiniennes et leur confiscation pure et simple, donc, et l'annexion pure et simple de ce qui reste de Palestine, donc de Gaza. Ensuite intervient l'agenda américano-sioniste du Grand Israël, donc voir la Genèse 15-18. Si la volonté d'Israël était réellement de combattre le Hamas, pour rappel, ils ont les drones qui sont parmi les plus performants au monde et ils pourraient faire des attaques ciblées sur les cibles du Hamas. Or, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils utilisent à chaque fois donc, de l'armement lourd pour faire le maximum de victimes et s'assurer que les gens partent d'eux-mêmes. But I can tell you that we are not targeting anyone else in Gaza but civilians. Hamas is cynically, but rather terrorists, of course. Quand Blinken arrive dans la région et dit « Je suis ici en tant que juif », il envoie lui aussi un message aux siens. Par les siens, évidemment, je ne parle pas de 300 et quelques millions d'Américains, ni de juifs du quotidien, mais il envoie donc un message aux élites sionistes pour leur dire « Cette fois, on a gagné ». Et pour menacer donc tous les leaders de la région en disant « Vous voyez le porte-avions là ? S'il y en a un qui bouge, le prochain sera pour sa gueule ». Ce message, si Erdogan comprend qu'il est une menace plus immédiate pour l'Iran, c'est qu'il est également dans la ligne de mire, puisque comme en 2020, se pose la question de l'acheminement de ce même gaz. Puisque effectivement, le fait de le piller, c'est une chose, mais dès lors qu'il n'est pas acheminé jusqu'aux consommateurs, donc en Europe
occidentale, ça ne sert strictement à rien. Et aucun dirigeant turc, ni Erdogan, ni aucun de son opposition, en tout cas pas ceux qui sont en Turquie, n'acceptera d'acheminer ce gaz sur le sang des Palestiniens. C'est la raison pour laquelle, après l'Iran, ou quasiment au même rang, la Turquie sait qu'elle est menacée par son allié sur le papier. Et d'ailleurs, c'est vrai que Blinken parlait de la Turquie en disant prétendu allié. Quand le Mossad dit que la Turquie est une bien plus grande menace que l'Iran pour Israël, fait surprenant, il dit la vérité. Enfin, presque. Puisqu'en fait, par menace pour Israël, ce qu'il faut comprendre, c'est obstacle à l'agrandissement d'Israël. Ce qui nous renvoie à ce que je disais au début de la vidéo, donc au besoin pour le sionisme à l'époque de détruire le grand empire turc pour ensuite créer un terrain propice à la création d'Israël, c'est-à-dire entouré de multiples petits États faciles à contrôler. Les gens peuvent légitimement se demander comment un pays qui est incapable de gagner la moindre guerre conventionnelle, donc on a vu la branlée qu'ils ont pris en 2006 contre le Liban, peut parvenir à créer un grand Israël du Nil à l'Euphrate et à réaliser la prophétie d'Isaïe en faisant du reste du monde leurs laboureurs, donc joli euphémisme pour esclaves, et à promettre la destruction à toutes les nations qui viendraient à s'opposer à eux. Et c'est là que se révèle tout le génie des élites sionistes, donc il faut être fair play et le reconnaître, leur accorder, puisqu'en fait ils raisonnent en termes de réseau et d'un objectif qui transcende une vie humaine. Tout à l'heure j'ai parlé de Theodor Herzl qui avait dit aujourd'hui j'écris Israël mais je ne le verrai pas. En fait ils sont dans une logique qui transcende la simple vie humaine, alors que tous ceux qui tentent de leur résister, en fait on est limité à une vie d'homme. Pourquoi ? Parce que d'une part, en fait, c'est eux qui écrivent l'histoire, donc entre une génération à l'autre, donc à chaque fois ils se présentent comme étant les gentils, et nos enfants, donc ils prennent les cours d'histoire, et donc ils les prennent pour les gentils. Et vers l'âge de 30-35 ans, donc tous ceux qui commencent à avoir des lectures qui ne sont pas financées par eux, se disent je vais essayer de changer les choses, je vais m'engager sur le terrain politique ou académique, et généralement le schéma est le même à chaque fois, c'est que 30 ans plus tard, à force d'avoir eu des emmerdes et d'être parvenu à rien changer, les gens se rangent à 60-65 ans en disant bon, j'ai bien bossé, mais je vais garder le temps qui me reste pour lire des livres et les femmes. D'ailleurs, j'ai lu dans un livre dont j'ai oublié le titre, qui disait que vous, moi, les gens lambda, en fait, on peut trouver une théorie farfelue, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est jusqu'où sont capables d'aller les gens qui croient à cette théorie. Et pour ceux qui cherchent du fanatisme religieux, naturellement, ils en trouveront chez ceux qui se réclament de l'islam, mais la question à se poser, c'est quel est leur pouvoir de nuisance. Par exemple, si des intellectuels comme Alain Soral, comme Norman Finkelstein, ou des artistes comme Dieudonné ou Kanye West avaient dit ce qu'ils ont dit sur l'islam ou sur le monde chrétien, aurait-il eu autant d'emmerdes ou aurait-il été porté au nu comme un Zemmour ? La question, évidemment, est rhétorique. Comme le rappelait du reste très honnêtement Alain Bauer lors d'une interview à la télé récente, il disait très clairement et sans détour que ce qu'on appelle le fanatisme religieux n'est autorisé que dans la mesure de ce qui est autorisé par Israël et les États-Unis, c'est-à-dire dans la limite de leurs intérêts. Ainsi, pour comprendre ce qui se joue en réalité, je renvoie tous ceux qui lisent l'anglais à ce magnifique livre de Grace Halsell et tous les autres aux magnifiques travaux de Youssef Indy. Ce qui se joue, c'est, selon l'interprétation occidentale, l'Armageddon, ou pour les arabo-musulmans, Al-Malhama Al-Kubra, c'est-à-dire le combat eschatologique de la fin des temps qui doit soit sceller le retour de leur Messie et l'avènement de leur règne sur terre, ou en cas de défaite, le déplacement du projet sioniste, c'est-à-dire du foyer juif, vers
une des deux destinations qui étaient donc parmi les alternatives de départ, c'est-à-dire l'Ouganda ou la Patagonie. Et pour tous ceux qui, si ça venait à arriver, donc viendraient à le critiquer, l'excuse habituelle du laser paralysant de l'antisémitisme viendrait et tout le monde ne pourrait comme à chaque fois que se taire. C'était ce que voulait dire Erdogan quand il disait qu'Israël n'était qu'un pion. En fait, pion n'est pas le terme tout à fait exact, mais en réalité, effectivement, donc, il s'agit en Palestine d'un projet colonial qui très vite sera sacrifié si jamais effectivement la prise totale de la Palestine et le Grand Israël dans le Proche-Orient soit coûte trop cher ou s'avère impossible à réaliser à cause des résistances et des mécanismes d'alliance qui sont en train de se créer. Comme ces gens ne rougissent absolument jamais de ce qu'ils font et qu'ils devaient se rapatrier, par exemple en Patagonie, il leur suffira de dire « Oh, mince alors, j'ai reçu un SMS de Yahvé et il dit que c'est la correction automatique. » Et en fait, il voulait écrire Patagonia et ça écrit Palestina. Écoutez, pardon famille, tout ça. Ces mécanismes de résistance et d'alliance, c'est justement ce qui fait peur à Israël, ce qui fait peur aux États-Unis. Et si la Chine est également dans la région, ce n'est pas un hasard. Si la Russie est également dans la région, ce n'est pas un hasard, puisqu'en fait, un redécoupage des frontières, notamment destruction de pays émergents, c'est un moyen pour l'atlantisme de fragiliser, voire de détruire la multipolarité, d'empêcher les nouvelles routes de la soie. Et le grand meeting qu'a organisé Erdogan hier avec des messages qui semblaient belliqueux ne sont pas non plus anodins. C'est effectivement donc l'expression qu'il attend, qu'il observe et qu'il voit les réactions qui auront lieu ou pas de la part de l'Iran, de la Chine et de la Russie. Évidemment, je n'ai pas la science infuse et je ne saurais pas dire si c'est maintenant qu'aura lieu donc ce grand conflit voulu par l'axe américano-sioniste. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est maintenant plus qu'une question de temps. Puisque ceux qui l'ont pas vu, je renvoie donc chacun de vous à la vidéo de Rav Ron Chaya, dans laquelle il disait que tous les peuples feront absolument tout en leur pouvoir pour éviter la guerre, mais qu'ils les y traîneront par la tignasse des cheveux. En fait, la guerre, pour faire simple, c'est comme un couple. C'est-à-dire que pour s'entendre, il faut que les deux parties s'entendent. Mais pour faire la guerre, pour aller au clash, au chaos, un seul des deux suffit. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, merci de jouer le jeu et de me soutenir en vous abonnant, en likant, en commentant et en partageant autour de vous. Et notamment pour le fait de partager, je vous informe, donc ceux qui me regardent, que je peux faire ce genre de vidéo également en turc, qui est ma langue d'origine. Donc si certains d'entre vous connaissent des médias ou des politiques en Turquie, n'hésitez pas à leur faire suivre mes vidéos ainsi que mes coordonnées. Merci pour le temps que vous m'avez accordé, votre confiance. J'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.